Bonjour tout le monde et joyeux Noël! Un joyeux Noël en retard? Bah ouais. D'ailleurs, vous voyez bien, la vidéo est publiée le 26, c'est celle du 25. Bah, je voulais faire la vidéo la veille, mais j'ai été malade et j'ai été malade le 25 toute la journée. Je me suis dit, ah, au pire, c'est pas grave, je l'envoie en soirée. Mais non, mais j'ai pas pu, hein. J'ai pas pu non plus. Bah, tant pis, on fait avec. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Aujourd'hui, je vais vous parler de Docker. C'est mon cadeau à vous, notamment pour ceux qui attendaient une vidéo de ma part sur Docker depuis longtemps. C'est-à-dire que j'ai eu des élèves qui m'ont demandé des choses sur Docker, puis je leur ai dit, bah ouais, mais c'est pas au programme. Bon, je peux peut-être vous faire une vidéo là-dessus, mais une vidéo juste pour eux en interne, pas un truc sur ma chaîne YouTube. Et puis, ça a trop tardé. Ça fait plus de 6 mois qu'ils m'ont demandé ça, et je me suis dit, allez, je leur offre ça pour Noël. Il faut absolument que je finisse 2021 en faisant cette vidéo-là. Je peux pas passer en 2022 sans la faire. Attention, la vidéo va être longue. Je sais que je parle beaucoup dans les autres vidéos, mais là, le but, c'est de voir le sujet au plus large possible, sans nécessairement être exhaustif. Je vais quand même voir le sujet le plus largement possible. Alors, je vais vous parler de Docker, mais d'un point de vue du développeur. Docker, c'est un monde sans fin. Comment je vous dirais, c'est plein de possibilités, c'est plein d'opportunités, c'est fou. Alors déjà, le site de Docker, on peut en parler un instant. Déjà, si on va sur Products, on voit Docker Personal, Pro, Team, Business, Desktop, Engine. Nous, on va plutôt aller sur Docker Engine. Et on va parler un instant du Docker Hub. Il y a un hub de Docker de la même manière qu'il y a un GitHub pour tout. Ben, il y a un hub de Docker sur lequel on va pouvoir chercher des projets. On en reparle tout à l'heure. Tout d'abord, c'est quoi Docker? Et là, il faut que je retrouve mes petits dessins. Voilà. J'ai fait des dessins. J'aime bien faire des dessins. Docker, on va l'apparenter à de la virtualisation. C'est-à-dire que d'habitude, la virtualisation, quand vous utilisez VirtualBox ou quand vous utilisez autre chose, hyperviseur ou qu'importe, ce qui va se passer, c'est que vous avez forcément une machine avec du matériel. Il y a un système d'exploitation dessus, puis il y a un logiciel capable de faire la virtualisation. On va créer une machine virtuelle qui va être représentée par les 3 blocs les uns sous les autres ici. Et puis une autre machine virtuelle ici. Sur chacune de ces machines, il va y avoir un système d'exploitation invité. Donc ça peut être le même que ce qu'il y a au-dessus, mais ça peut en être un différent. Ensuite, on va installer les binaires et les librairies qui vont être nécessaires à l'exécution de notre application. Et ensuite, on va avoir notre code qui va être tout simplement exécuté directement dans la VM. Et bien Docker, c'est légèrement différent. Légèrement différent au point qu'on n'appelle plus ça de la virtualisation parce qu'on ne va pas virtualiser une machine au complet en fait. Ce qu'on va faire, c'est proposer un container, donc c'est-à-dire un environnement dans lequel on va avoir les binaires et les librairies, on va simuler qu'on est dans un système d'exploitation, et puis après, il y aura notre code qui va être exécuté. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de système d'exploitation dedans. Je ne peux pas avoir un Docker sous Windows, un Docker sous Mac, je ne peux pas faire ça. Et donc, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Mais forcément, ce qui nous intéresse, c'est la partie de droite. Là, on ne veut pas avoir cette partie-là. Et puis, surtout, le fait d'avoir ces containers-là qui sont facilement reproductibles, on va pouvoir les doubler. On va pouvoir, pas les doubler d'ailleurs, on va pouvoir les multiplier. Et pour vous donner un aperçu de ce que ça peut donner, j'ai fait un autre dessin. Ah, je me suis trompé de touche, voilà, beaucoup mieux. J'ai fait un autre dessin, cette fois-ci avec différents rectangles qui contiennent des carrés. C'est pas très clair, on est d'accord. Le grand rectangle que j'ai là en bleu, ici en haut à gauche, ça représente un serveur dans lequel j'aurai un Docker qui fonctionne en mode Swarm. Le mode Swarm, c'est, vous savez, un Swarm, c'est un essaim. Donc, le but, ça va être de faire fonctionner tous nos containers comme un essaim. J'ai 2 applications dessus. Et je lui dis que je suis en mode Swarm. Je vais configurer pour qu'il y ait une répartition équitable entre les deux, parce que c'est ça mon besoin. C'est peut-être pas une bonne idée de le faire avec 2 applications, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. C'est pour représenter, c'est loin d'être hyper représentatif de la réalité. Surtout que là, il n'y a que 6 containers. Mais bon. Donc là, j'ai 6 containers, j'en ai 3 pour l'application 1, 3 qui exécutent le code de l'application 2. L'objectif, c'est que Docker va répartir la charge en fonction du besoin.
C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de requêtes qui vont venir et que en fonction de la demande, en fonction de la puissance nécessaire, Docker va répartir la charge sur les 3 containers de app 1 ou les 3 containers de app 2. Mais le mode Swarm va me permettre de travailler avec plusieurs machines. Donc si je manque de ressources, je vais pouvoir créer une autre machine que je branche en réseau avec la première et puis que je vais configurer en mode Swarm et je vais mettre tout le nécessaire et là je me retrouve avec mes containers app 1, app 2 qui sont aussi possibles sur la deuxième machine. Et Docker va être capable de répartir la charge et les besoins en calcul et en ressources sur tous ces containers-là. Et je vais pouvoir le faire sur 2 autres machines encore après. Et je vais pouvoir le faire sur encore d'autres machines après. Donc, c'est vraiment cool. Mais vraiment, hein. Bon, le mode Swarm, c'est plus du DevOps, c'est plus complet, c'est plus complexe. Si je veux commencer à gérer du mode Swarm, il va falloir que je travaille avec Kubernetes, dont vous avez peut-être entendu parler. Kubernetes qui va permettre donc de gérer justement les montées en charge, se dire ah tiens là j'ai mon entreprise qui grandit, j'ai des besoins grandissants, je vais devoir créer un nouveau serveur en mode Swarm puis je vais agrandir les choses. Fait que Kubernetes ça fait autre chose. Je ne sais pas me servir de Kubernetes. De toute façon, je suis là pour vous parler de ce que je connais et ce que je connais essentiellement, en tout cas pour ce qu'on a besoin là, ça sera de connaître les bases de Docker en tant que développeur. Pourquoi ça m'intéresse en tant que développeur? J'ai caché ça trop vite, on revient. Pourquoi ça m'intéresse en tant que développeur? Parce qu'en fait, ça veut dire que sur mon ordinateur, je vais pouvoir créer un container qui est capable de proposer un environnement qui est le même que la production, mais avec Docker. Donc je vais créer un seul container en lui disant ben, le code que j'ai ici dans ce dossier, tu l'exécutes avec PHP 7.3. Avec PHP 8. Tu l'exécutes avec un serveur Apache. Tu l'exécutes avec un serveur Nginx. La configuration va être déjà faite, déjà prête, tout va être là. Moi, j'aurai juste à l'exécuter et j'aurai plus qu'à l'utiliser. Mon code va être sur mon disque dur, mais il va passer à travers le container pour être exécuté. Et en sortie, j'aurai un serveur du style localhost 2.8080 et je vais arriver directement sur ce que le container est capable de me produire. Et ça, c'est intéressant. Ça, en tant que développeur, ça veut dire que je peux faire cohabiter plusieurs projets, plusieurs versions. Je peux faire à la fois du Ruby, du PHP, mais sans nécessairement installer les exécutables de Ruby ou de PHP dans les différentes versions dont j'aurai besoin. Ça veut dire que je vais pouvoir faire du Python. Ça veut dire aussi que je vais peut-être pouvoir travailler dans les mêmes conditions que ce qu'on aurait en production. Pour des raisons aussi de répartition des charges et de sécurité et toutes sortes de choses, je pourrais avoir un container pour la base de données, un container pour mon PHP, un container pour le même PHP mais qui aurait une autre fonctionnalité, et puis encore d'autres containers selon mes besoins. Je vais aller sur Codium. Alors, j'arrive. Il n'y a plus de musique? Ah, c'est bon. Le hasard. Donc, je suis pas au bon endroit. Je vais me déplacer dans le projet Morgan Board, dont je vous ai déjà parlé. Morgan Board. Codium. Et voilà. Alors, dans mon Morgan Board dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai présenté le 5 décembre dernier, il y a déjà un fichier docker compose.yml qui a été mis là par Symfony au moment de l'installation. Dedans, on voit la configuration d'une image pour utiliser Postgres, pour faire du PostgreSQL. L'objectif, c'est de pouvoir lancer un container qui va lancer la base de données Postgres, toute configurée qui fonctionne, et on va se connecter dessus avec Symfony. Attention, ici, c'est presque un peu magique. C'est-à-dire, on a on a un fichier Docker Compose déjà. Docker Compose, c'est un autre logiciel. Docker, c'est un logiciel. Docker Compose, c'est un autre logiciel. Docker gère les containers. Docker Compose va en gros me permettre de lancer différentes configurations. Ici, on a une configuration qui ne fait que exécuter
PostgreSQL. Je vais exécuter mon PHP donc sur ma machine hôte, mais me connecter à une base de données qui est dans un container. C'est un peu flou comme ça, et en fait, ben, ok, il y a ce Docker Compose qui est là, qui permet pas d'exécuter tout le projet. On pourrait peut-être faire un Dockerfile pour tout le projet, mais là, c'est pas le but. Et j'ai pas expliqué encore c'est quoi un Dockerfile, rassurez-vous, on en reparlera. Je vais changer de dossier. Je vais revenir où j'étais tout à l'heure, ben exactement à cet endroit, parfait. Je vais faire un petit codium.r. Voilà, donc là on revient sur le codium, mais j'ai fait quelques petites modifications. Alors, ça c'était pour l'ouvrir, mais je vous présente quand même où je voulais en venir avec ça. Je vous ai parlé du Docker Hub, revenons sur le Docker Hub. Je vais chercher ici PixelFed. Pourquoi? Parce que pourquoi pas, il me fallait un exemple. Et parmi tout PixelFed, il y a une des images qui m'intéressait qui est celle-là. Alors c'est quoi le Docker Hub? Sur Docker Hub en fait j'ai des images. Quelque chose en fait qui est déjà configuré, qui est déjà prêt, avec déjà les binaires et les librairies nécessaires, peut-être un peu des choses configurées, qui vont me permettre d'exécuter un logiciel. Donc par exemple, je vais vouloir utiliser PixelFed en local dans un container, et mon PixelFed, au moment où je vais vouloir le lancer, on me propose ce fichier dockercompose.yml. Alors on va décortiquer ce qu'il y a là-dedans et puis je retourne tout de suite sur VS Codium parce que c'est ça que j'ai copié ici. Voilà. Ah, j'ai pas corrigé ça. Bon, c'est pas grave, on y reviendra. Donc, déjà on a version 2. Version 2, on n'a pas d'autre choix, c'est 2 ou 3 et en fait c'est le type de version de configuration de Docker Compose qu'on va utiliser. Je laisse ça là, il n'y a rien à changer, il n'y a pas grand chose à changer d'ailleurs ici, voire même rien du tout. On a des services. Chaque service, ça va devenir un container. Donc on décrit c'est quoi un service. Il y a un service qui s'appelle app, ça va devenir un container. Il y a un service qui s'appelle worker, ça va devenir un container. Il y a le service db et redis. Pour chacun, on a la définition d'une image. C'est quoi une image? Une image, c'est en gros la représentation d'un container qu'on va pouvoir télécharger depuis Docker Hub. L'image zknt/pixelfed, c'est l'arborescence de base d'un pixelfed, une config derrière un serveur Apache, enfin je crois que c'est Apache, et quoi d'autre? Et puis une version de PHP forcément avec les bonnes librairies qui font que pixelfed fonctionne correctement. Ensuite, on a envfile, la déclaration d'un fichier d'environnement. Il est sur le dossier courant, donc là où se trouve le Docker Compose, et il s'appelle env. Ben, il est là. Et il est vide. Hein. Ensuite, on a des volumes. Les volumes, ça va être l'équivalent des disques, des points de montage sur le système qu'on s'apprête à créer. Je rappelle, c'est pas de la virtualisation, mais c'est tout comme dans un container, j'ai toute une arborescence de fichiers exactement comme j'ai sur un système d'exploitation invité en VM. Donc j'ai un slash avec toute une arborescence de config et puis de slash var slash www etc. Et bien là on me dit on met dans la config que slash var slash www slash storage ça correspond à un point de montage qui s'appelle app storage. Vous avez vu quand je sélectionne, ça sélectionne aussi ce qu'il y a ici, on en reparle tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il faudrait réussir à faire un équivalent entre App Storage et ce qu'on aura en vrai. Pour le moment, tout ce que j'ai fait, c'est juste créer un fichier env. C'est pas .env en plus, c'est juste env. Et un fichier Docker Compose. Les trois dossiers qu'il y a là, je les ai créés tout à l'heure, mais bon, je les laisse là, mais pour le moment, ils ne nous intéressent pas, il n'y a rien dedans. Ensuite, il y a port. Port 8080 2.80, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, on va ouvrir la possibilité à ce que n'importe qui a accès à ma machine sur le réseau, il aura juste besoin de mettre l'adresse de ma machine, le port 8080, et ça va rediriger vers le port 80 du serveur qui est dans mon container. Donc je leur dis, à l'intérieur de mon container, il y a un Apache qui attend des connexions en HTTP sur le port 80. Et bien, en allant moi sur mon port 8080 de mon système hôte, je peux vous remontrer à mon système hôte
On va se remettre... je peux faire un petit... Non, je peux... Ah, comme ça, non plus. Je pensais que je peux me déplacer ici, c'est pas grave. En tout cas, on garde la partie de droite ici. Donc, moi, je vais créer un container qui correspond à un ensemble de binaires et une application. Je suis en train de travailler directement dans mon système d'exploitation. Et quand je fais localhost 2.80.80, ça va aller à l'intérieur du container et ça va exécuter le port 80 à l'intérieur du container. Bon, on va s'en sortir à peu près, rassurez-vous. Je continue. On a donc un autre service qui s'appelle Worker. Si on regarde bien, son image, c'est la même que l'autre ici. C'est-à-dire qu'on s'apprête à créer deux containers qui vont avoir le même code. Ils vont avoir la même image. Ils vont tous les deux avoir chacun leur serveur Apache. Ils vont tous les deux avoir chacun leur exécutable PHP. Ils vont tous les deux avoir chacun leur librairie pour que PHP fonctionne correctement, mais les mêmes. Ils vont d'ailleurs avoir un point de montage qui va être exactement le même et une configuration qui va être la même. Mais celui-là, il va être exécuté dans un contexte de serveur web. Celui-là, il va être exécuté dans un contexte de service worker. Le service worker, c'est ça qui va gérer toutes les notifications et plein de choses pour l'application web. Dernier point, dans les deux cas, on a un depends on. En gros, c'est on déclare que ce service va dépendre d'autres services. Ça va obliger Docker Compose à créer d'abord DB et Redis avant de créer app. Et ça va obliger Docker Compose à créer DB, Redis et app avant de créer Worker. On a à peu près la même genre de configuration pour DB et pour Redis, c'est-à-dire qu'on a une image. Ici, c'est pas PixelFed, c'est MariaDB. Donc, notre système de base de données, ça va être MariaDB. Notre configuration va se trouver dans le fichier env. Je ne sais pas exactement ce qu'ils attendent dans le fichier env pour le moment, mais on va laisser ça là. Et on a un petit justement de variable d'environnement qui est MySQL root password change me for production. Bon, ben forcément, on va pas gérer ça pour la production, là, ici. C'est pas le but. Et puis on a un volume, encore une fois, à l'intérieur du container. Dans /var/lib/mysql, il va falloir indiquer en quoi ça correspond à notre disque à nous, ici. Là, pour le moment, ça s'appelle dbdata. Et le dbdata ne correspond pas exactement à ce qu'on a là, on en reparle. Dernier point avec Redis. Redis, c'est un système de base de données qu'on appelle clé-valeur. C'est-à-dire que je vais, un peu comme pour local storage, ou comme pour un array, je vais créer une clé, et puis je vais dire dedans, il y a un certain nombre de données. Bon, ça sert à ça. Le but de Redis, c'est d'avoir une espèce de base de données hyper rapide, dans laquelle je vais pouvoir mettre beaucoup de données précalculées, soit à propos de mes utilisateurs, soit à propos de résultats de recherche souvent demandés, enfin, ça dépend ce que je veux optimiser, et ça va me permettre de précalculer certaines choses qui vont être un petit peu compliquées. Voilà, ça c'était pour une présentation très succincte de Redis. Et donc, là j'ai des volumes, mais c'est pas bien configuré, il y a des erreurs ici. On va zapper ça. Ça faisait partie de l'exemple, et puis j'avais amélioré des choses, mais je sais que c'est pas bon, et on va zapper ça. Alors, moi ce que je vais faire, c'est indiquer que le dossier Redis qui est ici, qui est à côté de mon Docker Compose, va correspondre à /data dans le container. Je vais également indiquer que le dossier .db-data, non pardon, le dossier db-data, donc celui qui est à côté de notre Docker Compose, oups, je fais Enter sans faire exprès, correspond dans le container à /var/lib/mysql. Et la même chose ici avec App Storage. Les deux, je vais indiquer que ça correspond à ./storage. C'est la version la plus simple, j'aurais pu décrire des volumes de manière plus complexe, avec plus de détails, mais là ça marche directement, donc autant s'en servir. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu Docker en ligne de commande. On zappe tout ça, je vais faire Docker PS. PS, ça sert à quoi? Ça sert à lui demander de lister quels sont les containers qui fonctionnent actuellement. J'en ai aucun. Et en plus que j'en ai aucun, il me dit « Ah ouais, mais non, mais là, j'ai pas accès à ta liste de containers parce que Docker, il faut absolument l'exécuter avec sudo tout le temps. » Je vous le dis tout de suite, sudo, c'est pas très propre. Ah, je me suis trompé. Voilà. Sudo, c'est pas très propre.
Donc, on va l'utiliser quand même parce qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça que fonctionne Docker. Mais il existe une alternative pour ceux qui veulent être sûrs de ne pas utiliser du sudo partout. Ça s'appelle Podman. Je vais vous le montrer. Il est où ici. Podman. Podman avec ce petit logo là. C'est une alternative à Docker qui fait la même chose, qui peut être transparent de ce que j'en sais entre Docker et Podman, avec apparemment quelques petites features différentes à voir dans le détail, mais surtout, quand je l'exécute, je ne peux pas utiliser sudo avec. Je suis obligé d'être un certain utilisateur du système qui va avec. Ça, je pense que l'avenir est là, mais bon. Passons là-dessus. Je reviens à Codium. Parfait. Donc, quand je fais docker ps avec sudo, là c'est bon, il a voulu me mettre la liste des containers. Mais il n'y en a aucun qui fonctionne. Même si je fais un "-a" là pour lui dire montre-moi même ceux qui ne seraient pas lancés en ce moment, mais qui seraient quand même là, qui seraient quand même configurés, il n'y en a aucun. J'ai pas eu besoin de Docker sur ma machine. Je m'en sers en production, je m'en sers pas pour développer. Ça fait un peu con, hein? Je vous montre un truc dont je me sers pas. Bah ouais, mais ça peut quand même être très utile. Et donc, je vais faire sudo docker-compose. Allez, compose. Et derrière, arrête de faire ça. Voilà. Si je fais juste ça, derrière, il faut que je mette une commande. Alors, j'ai build, j'ai push, j'ai pull, j'ai up, et j'ai down, j'ai start, et j'ai stop. Alors, on va les voir tranquillement. En gros, ce qui va se passer, c'est que on va surtout utiliser hop dans un premier temps. C'est la commande la plus courante. Qu'est-ce qu'elle va faire? Hop, en fait, elle va créer les containers et elle va les démarrer. Le jour où j'ai besoin de les arrêter, c'est pas down qu'il faut que je fasse. Parce que down, ça arrête et ça enlève les containers. J'ai pas besoin de les enlever à chaque fois. Vous allez voir. Déjà, je vais faire docker compose hop. On va croiser les doigts qu'il n'y a pas d'erreur. Ça semble bon dans mon fichier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tirer l'image zknt/mariadb. C'est-à-dire qu'il est allé sur le Docker Hub, là, il est en train de télécharger. On va y aller sur le Docker Hub, celui que j'avais tout à l'heure, ici. Voilà. Il est allé sur le Docker Hub, il a pris l'image qui s'appelle zknt/mariadb. Il a pris probablement dans sa dernière version, parce qu'il n'y a pas de version qui est précisée, il me semble, dans notre fichier. Ouais, voilà, je le vois ici, il n'y a pas de version. Parfait. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire, en fait. Et donc, il va télécharger l'image, il va créer un container avec la configuration qu'on a mise, et puis il va l'exécuter après. Alors, pour le moment, tout ce qu'il a fait, c'est faire un pull sur MariaDB, un pull sur Redis, un pull sur PixelFed. Il a besoin, donc pull tiré, hein, comme quand on fait des git pull, il a besoin d'aller chercher les différentes images. Ensuite, il va créer DB, il va créer Redis, il va créer app et il va créer worker. Quand je fais mon up là, eh ben, il a tout exécuté. C'est super, ça fonctionne. Ah, il y a peut-être un petit problème quelque part. Bah ouais, forcément, waiting for database, il manque des choses. On est d'accord. Mais je veux pas qu'il tourne en boucle n'importe comment. Ça va pas marcher tout de suite. Hein. Alors là, par contre, on a l'impression de se sentir un peu coincé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, je vais faire CTRL-C pour tout arrêter. Donc là, il arrête mes containers. Donc je leur dis, Docker Compose, grâce au fichier dockercompose.yml, m'a permis d'annoncer quelles sont les images que je souhaite utiliser, m'a permis de configurer chacun de ces containers et donc de les créer. Quand j'ai fait Docker Compose Up, il les a créés. Si je fais Compose Up-D, il va faire la même chose, mis à part que il va exécuter tout ça en mode daemon. Et ça n'a rien à voir avec Math, c'est un mode démon, c'est-à-dire un démon, c'est le logiciel qui va tourner en background, si vous voulez. Donc je fais Up-D. Donc là, il va redémarrer les services. Super. Merci. Donc là, ils sont en train de fonctionner, mais je ne le vois pas. Je ne vois pas exactement ce qui se passe dedans. Je vais faire sudo docker ps. Et là, il me liste quelque chose. Maintenant, j'ai une différence. Alors peut-être juste histoire de pas trop polluer ce qu'on voit. On va tout agrandir. Voilà.
Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un container ID. Un truc qui est en hexa, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai le nom de l'image. La commande qui a servi à le lancer. Depuis combien de temps c'est créé, c'est quoi son statut, les ports pour pouvoir y accéder. Et là, attention, ici, ici et ici, ce sont des ports que je pourrais utiliser qu'à l'intérieur de Docker. Je ne pourrais pas m'en servir en dehors. Là, je peux me servir que du port 8080. Ça veut dire que comme c'est en train de tourner, en principe, même si ça ne fonctionnera pas, je suis supposé avoir un semblant de réponse sur localhost 2.8080. Alors c'était 8080. Et attention, pas en HTTPS, hein, bien en HTTP. Alors je vais vérifier que je suis bien en HTTP. HTTP//localhost, parfait. Ok, ça ne fonctionne pas. Socket not connected. Bizarre, mais c'est tout le dit. Je pense qu'il recharge régulièrement, ça doit pas très bien fonctionner. Alors j'ai une petite idée de ce qui se passe. Parce que la configuration elle est pas faite. On m'a demandé de créer un point .env, mais on n'a rien mis en fait. Retournons voir notre fameuse page sur l'image PixelFed. Et j'ai peut-être à quelque part là-dedans une information sur ce que je dois mettre dans mon... Non, je l'ai pas. J'aurais cru. Non, c'est pas ça que je voulais. Use env.env.docker from the GitHub repo to set everything up. Ah, c'est ça en fait. .env.docker. Ok, c'est ça qu'il faut que je réutilise. Forcément que je mette un peu de config. Donc en fait, on lui dit... Ah, bien. Pardon, je colle. Et c'est bon. Donc en fait, tout ça, ce sont les variables d'environnement dont le Laravel de PixelFed a besoin pour fonctionner. Il y a quand même beaucoup de choses. Mais ça n'a rien à voir avec Docker en tant que tel. C'est juste le point .env. Le point .env en Laravel de PixelFed. Rien de plus magique là-dessus. Alors, AppDomain. Ben déjà, Real Domain, chez moi, ça ressemble pas du tout à ça. Hein, ça ressemble à localhost. Bah ouais. On va rester sur le port 80. De toute façon, j'ai pas de choses à modifier ici. Parfait. J'ai pas mis la config à la base de données, normalement. Mais peut-être qu'il s'est occupé de ça tout seul. Ok. Et vas-y, relance. Donc, comment est-ce que je fais pour relancer? Là, je vais pas faire down. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si je fais docker compose down. Il va prendre tout ce qui est décrit dans mon fichier docker compose.yml. Il va se dire, ah ben ça représente telle et telle machine. Container, pardon. Tel container. Et il décide de les arrêter. Et après les avoir arrêtés, s'il veut pas ne faire ça, voilà. Après les avoir arrêtés, il décide de les supprimer. C'est embêtant. Donc moi, j'ai pas envie qu'il supprime à chaque fois, j'ai besoin qu'il l'écrit. En fait, ce qui m'intéresse, ça va être plus de jouer avec start et stop. Mais start, ça fonctionne quand j'ai les containers. Là, je les ai pas. Il me dit, bah non, ils n'existent pas. Hein. DB, Redis, App Worker, ça n'existe pas. Et ça fait pas mal de trucs. Donc je vais refaire un docker compose op-d. Voilà. Il va recréer, il va relancer. Mais au moins, ça fonctionne. Maintenant que c'est relancé, il est allé relire ce qu'il y avait dans mon fichier env et en principe, il a une nouvelle config. Il devrait être capable de répondre au moins au serveur que j'ai demandé ici. C'est inaccessible. Oh, c'est embêtant. Je vois que ça fonctionne, mais que ça fonctionne pas, mais que ça fonctionne. C'est embêtant. Alors, comment est-ce que je fais pour me dépatouiller de ça? J'ai une solution qui a rien à voir avec le logiciel que je viens d'ouvrir sans faire exprès. Voilà. J'ai une solution qui serait d'utiliser Portainer. Alors, parlons-en de ce petit utilitaire bien pratique. Portainer. Portainer, c'est un moyen de pouvoir manipuler facilement mes containers. Alors, c'est pas un super outil à mettre en production tout le temps, mais ça peut avoir une bonne utilité, en tout cas, au moins en local et après sur vos serveurs, si vous mettez les bonnes restrictions dessus, ça peut se jouer safe. Alors, pour installer Portainer, Portainer, c'est un logiciel que je vais lancer avec Docker. Tout simplement. Alors, je savais même pas qu'il y avait une Business Edition. Moi, la Community Edition va bien faire le travail toute seule. Hein.
Et pour l'installer, je m'attendais à avoir un truc beaucoup plus facile que ça. Voilà, merci. Oui. Oh, c'est compliqué. Pourquoi vous avez autant de clics partout là? Bon, si vous voulez. Bon, ok, on peut le faire comme ça. Ça m'embête un peu, mais on peut le faire comme ça. Alors, ils vont nous demander de créer un volume. Ils vont nous demander ensuite d'exécuter toute la machine Portainer. En lui disant c'est quoi l'image, où est-ce qu'on va la prendre, etc. Je vais juste faire des copier-coller des deux commandes, vous allez voir, ça va fonctionner. J'en profite pour faire une parenthèse. Bah oui, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et en fait, au fur et à mesure que je préparais mon sujet, j'avais toujours un truc nouveau à vous montrer par la suite et ça commençait à faire beaucoup. Alors, reprenons. Je vais lancer Docker tout seul. Avec juste, en faisant ça, je vois juste la liste des commandes possibles. Nous, on a utilisé tout à l'heure Docker PS. PS, ça permet de lister les containers. J'ai push et j'ai pull. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer une image et la pousser sur Docker Hub. Avec pull, je vais pouvoir prendre n'importe quelle image et je vais pouvoir la télécharger. Rien de bien magique nouveau ici. Hein. Je vais pouvoir créer un container avec Docker Create. Bon, il y a les containers, mais les containers, c'est juste... comment je dirais, le code, c'est juste les librairies avec les binaires dedans, hein, c'est pas grand chose. Après, moi, je dois connecter ça avec des volumes. Les volumes, ça représente les données à l'intérieur de mon service. Une fois que mon service fonctionne, je vais avoir forcément des données dedans. Et il y a une partie des données qu'on connecte avec notre vrai disque dur. On l'a vu tout à l'heure avec les configurations de volume qui sont ici. On lui dit le dossier storage correspond à /var/gv dans /storage dans le container. Je reprends. Ah oui, ben non, j'étais pas ici, j'étais ici. C'est pour ça. Je reprends. J'ai donc une série de commandes qui gèrent les volumes. J'ai la possibilité de créer des volumes. Pour le moment, je vais faire Docker Volumes. Volume. Ah voilà, juste volume, sans S. Ça sert justement à manipuler des volumes. Si je voulais juste les lister, je peux faire volume ls. Et là, il me dit permission denied. Bah oui, parce qu'il faut que je fasse sudo à chaque fois. Ça, c'était fait exprès. Voilà. Et donc là, je vois que j'ai des volumes, mais je sais pas ce que c'est. Alors, ces volumes-là, à quoi ça correspond? Ça correspond aux volumes qui ont été créés pour nos containers actuels. J'avais pas d'autres volumes avant là-dessus. C'est bizarre, hein, comme truc, mais bon. Toujours est-il que... moi, je trouve ça bizarre parce qu'il n'y a pas assez d'informations. C'est pas clair. C'est clairement pas clair. Clairement pas clair. On est d'accord. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que la première commande qu'on nous demande d'exécuter, c'est ça. Docker volume create portainer data. Donc, en fait, je vais venir ici. CTRL V. Il faut que je fasse sudo, évidemment. Sudo docker volume create portainer data. Voilà. Là, on a un volume de créer qui s'appelle portainer data. Il n'y a rien dedans. Ensuite, je prends tout ça. Je vais revenir dans mon terminal. CTRL SHIFT V, t'en veux. Ah merde, il va le copier deux fois. Bon, tant pis. Allez. Voilà. Là, quand je fais entrée, Docker run-d-p 2.8000 2.8000 -p 9443 9443, ce sont des ports. En fait, on ouvre deux séries de ports, le port 8000 et le port 9443. On nomme notre container portainer. Restart always. S'il y a un problème, il devrait redémarrer. Ensuite, ça c'est une histoire de volume. Encore une fois. Et donc nous dans notre OS /var/run/docker.sock va être connecté au docker.sock qui va être dans le container. Ensuite, on vient lui dire tu vas utiliser le volume qui s'appelle portainer data et tu vas le relier à /data dans le système du container. Oups, ma souris est sortie donc ça a caché. Et puis pour terminer, ça doit être l'image. Va chercher l'image qui est sur portainer.io et qui s'appelle tant et qui correspond à telle version. Ça fait beaucoup de choses, mais de toute façon, j'ai fait qu'un copier-coller. C'était pour me simplifier la vie. Unable to find image.
Locally. Bah oui, donc tu vas la télécharger, on est d'accord. Sinon, je la poule avant. Hein. Mais normalement, il aurait dû la télécharger direct. Pardon, je me suis bien mouché, mais j'ai bien fait d'attendre, parce que comme ça, il a installé ce que j'avais besoin. Parfait. Donc, il a fait un pull de l'image. Super. Et là, c'est fini. Normalement, si je fais sudo, mais en minuscule, voilà, sudo docker ps, je vais refaire le ps, ah ben, c'était trop loin, tant pis. Je devrais retrouver mon portainer ici. Ça veut dire que là, si je vais sur mon port 8000, mais là, on est encore en HTTPS, bah oui. Voilà, not found, parfait. Et si je fais 9443, send HTTP request to... d'accord, je vais te le faire en HTTPS maintenant, il n'y a pas de problème. Tant mieux si tu le fais. Oui, non, t'inquiète, c'est pas grave. Continuez dessus. Ah, voilà. Ça y est, j'ai Portainer qui fonctionne. Alors, ça en fait beaucoup, hein, une grosse parenthèse, hein, tout ça pour ça, mais je vous l'ai dit, je vais parler longtemps. La vidéo, elle va être longue. J'en ai encore des choses à vous dire. Donc, je récapitule, j'en profite là. On a vu c'était quoi Docker, on a vu qu'on pouvait s'en servir à peu près pour installer PixelFed, mais genre on va réussir à l'utiliser un jour, enfin j'espère. Je vais essayer de débugger tout ça. Et puis pour réussir à débugger, j'ai commencé à vous parler de Portainer. Portainer, c'est donc un logiciel qui va s'exécuter en tant qu'image Docker, tant qu'à faire. Et le but de Portainer, c'est d'avoir la possibilité de voir tout ce qui se passe dans Docker. Je vais pouvoir voir toutes mes images, je vais pouvoir voir tous mes volumes, je vais pouvoir faire des manipulations, mais sur une interface graphique plutôt que sur juste un terminal. Je vais avoir accès à différentes informations de log en quelques clics. Je trouve ce truc hyper pratique. Alors, mon mot de passe, ben tiens, ça va être Qui-Gon. Pour le plaisir de... Bonjour les Qui-Gon, encore. Je crée mon mot de passe. The password must be at least 8 characters long. Ah! Eh ben, comment on fait? Qui-Gon 2021? Ça va te plaire ça? C'est bon? T'es content? Qui-Gon 2021. Faut s'en rappeler. Hein. Great. Si je vais sur users, non, ça n'a rien à voir. Ça a changé un peu et à chaque fois je me fais avoir. Alors, on va sur Home. Voilà. Faut que j'aille là-dessus. Sur Local. Je vais aller sur Stack. Containers, c'est ça que je veux. Parmi tous mes containers, je vois donc tout ce qui fonctionne actuellement sur mon système. C'est à peu près la même liste que ce qu'on avait quand on listait tout à l'heure avec Docker PS, hein. Sauf que là, je la vois en HTML. Donc, dans Portainer, j'ai ce que je suis en train d'utiliser actuellement. Il me dit qu'il a ouvert le port 8000 et le port 9443. Alors pourquoi le port 8000? Je sais pas, parce que j'ai toujours utilisé l'autre. C'est pour ça que j'ai utilisé en premier le 8000. Je veux savoir ce qu'il me donnerait. Je suis pas sûr à quoi il sert, mais ça se trouve il sert pour une API ou je sais pas trop. Enfin, peu importe, je le laisse tourner. Bref, il fonctionne. Et c'est le fait qu'il fonctionne qui fait que moi je peux être dans cet onglet de navigateur là aujourd'hui. Je vais zoomer un peu quand même. Ensuite, j'ai mes 4 images ici. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir lesquelles fonctionnent. Il semblerait que si je vais sur localhost 2.8080, ça fonctionne pas. Ah, on y retourne. 8080, ce site est inaccessible. Ah bah oui, mais lui, il me dit c'est démarré, ça marche. Ouais, mais non, en fait, il n'est pas trop au courant des choses. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un gros plantage là-dessus. Alors, j'ai 4 icônes ici. Des logs, des infos, non, inspect, c'est à peu près pareil, des stats, et puis une console. Alors, je vais pas aller sur la console, je vais aller dans les logs. Parce que dans les logs, je vais avoir une trace de qu'est-ce qui marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose dans la configuration qui fait que, apparemment, j'ai pas la configuration nécessaire sur le MySQL MariaDB qui est ici. Ouais, mais je pense que j'ai une petite idée de pourquoi. Je pense. Good. Ensuite, donc ça déjà, ça me donne un indice de qu'est-ce qui fonctionne pas. Et je continue sur Redis, je pense que tout fonctionne. On va aller voir Redis. Voilà. Vous avez vu l'intérêt? J'ai 4 containers, 4 environnements différents. Si j'ai un truc qui fonctionne pas bien,
j'ai une information séparée sur le fait que là, c'est la base de données qui fonctionne pas bien, ou mon pixel fed, ou mon worker, ou qu'importe. Rien ici, parfait. Et donc là, j'ai starting. Probablement qu'il est toujours en train de redémarrer et de redémarrer. Bon, il a du mal. Et j'ai exactement le même genre de message. Il dit, j'arrive pas à me connecter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause. Je vais régler ce problème de connexion. Non, parce que ça s'arrête de débugger devant vous. Je vais juste m'arranger pour que l'utilisateur PixelFed existe dans le MariaDB. Il doit y avoir une manip à faire. Et on se retrouve tout de suite après. Rebonjour. Eh bien, va falloir s'avouer vaincu à un moment donné. Non, mais je fais la vidéo dans le but de vous partager comment on peut servir Docker. Après, je suis en train de me battre avec PixelFed. On va passer à autre chose. C'est pas bien grave, tant pis, ça n'a pas fonctionné complètement. Enfin, si, il y a quand même pas mal de choses qui ont fonctionné, mais pas une instance PixelFed complète. Bon, j'ai peut-être pris la barre un peu haute, j'avoue, c'est vrai, il y a quelques années, quand je l'ai mis en ligne, je m'étais battu tout autant, puis j'ai fini par trouver une solution, mais c'était il y a longtemps, et un, j'avais oublié que j'avais galéré, deux, j'ai oublié la solution, parce que j'ai beau comparer les fichiers de config que j'ai avec la doc, avec le peu de doc que je peux avoir avec ce qu'on a sous les yeux, je vois pas vraiment de différence en fait. C'est pas grave. Alors, parlons un petit peu quand même de ce qui s'est passé. Donc déjà, on va recharger. J'ai mes 4 containers, mes 4 services qui existent pour PixelFed. Ensuite, j'ai mon app et mon worker qui ne fonctionnent pas parce qu'ils n'arrivent pas à se connecter à la base de données. Quand je vais sur les logs, il me dit Access denied for user et ça marche juste pas. Et en fait, il essaie de se connecter à un truc que je suis pas sûr si c'est la bonne chose où il faudrait qu'il se connecte. C'est peut-être le bon nom, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que la connexion fonctionne pas. Et ça, c'est rageant. Parce qu'il me dit pas que, genre, il a pas trouvé la base de données. Il me dit qu'il n'arrive pas à se connecter, genre il n'a pas les bons identifiants. Puis au fur et à mesure qu'il se plante, ben après il s'arrête. Hein. Enable to retrieve container log, ça veut dire que là il est plus capable de montrer ce qu'il y a dans les logs parce que le container s'est redémarré tout seul. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. Alors, je vais vous montrer des exemples de Dockerfile. J'en avais un de côté, mais avec tous les onglets que j'ai ouverts depuis tout à l'heure, je ne sais plus où ça se trouve. Pour un peu, j'ai juste tout fermé en fait. C'est pas grave. On va chercher Dockerfile. Oui, parfait. Sur la doc. Et j'aurais voulu un exemple de Dockerfile. Parfait. Un Dockerfile, ça va être un ensemble de règles qu'on veut, un ensemble d'instructions qu'on donne à Docker qui doit exécuter dans le container au moment où il le crée. Et c'est ce qui va permettre de créer l'image. Donc on peut lancer des echo Hello World hein, si on veut. C'est pas hyper intéressant de faire des Hello World. Par contre, ça sera un peu plus intéressant de jouer avec différentes images et puis de mettre en place des choses. Alors, ce qu'on pourrait faire... ça serait un Dockerfile qui nous permettrait d'avoir juste un serveur Apache. Dockerfile Apache. HTTPD. Si tu me dis que oui, ça ressemble à ça, mais moi je veux le Dockerfile, hein, je veux pas juste l'image. Alors, on va trouver ça. Oh, allez. Without a Dockerfile. Non, c'est ça que je veux. Create a Dockerfile in your project. Ah, voilà, c'est ça. Tout simplement. C'est uniquement ça. Alors, je vais faire un nouveau... Ah non, je pourrais rester ici. Quoique, pour pas se perdre, non, je vais faire un nouveau dossier. Allez, on va se déplacer. Et puis, je vais faire mkdir docker-apache. Ah ben non, j'ai fait PixelFed Docker, je vais faire apache-docker. cd apache docker, parfait. Et puis codium.-r. Comme ça, on redémarre le codium dans ce dossier-là. Super. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler Dockerfile. Vous avez vu, il prend tout de suite le petit logo de Docker.
il y a deux instructions dedans. From HTTPD 2.4, donc en gros on lui dit vas-y, tu vas télécharger l'image qui s'appelle HTTPD 2.4. Et puis le copy là, il devrait me permettre d'avoir un dossier qui va s'appeler public-html qui correspond au dossier htdocs qui est là. Donc moi quand je vais le lancer, cette fois-ci je ne vais pas le lancer avec Docker Compose. Docker Compose me sert à gérer des fichiers Docker Compose qui me permettent de gérer des images qui existent déjà, mais aussi des Docker files aussi. Enfin, de toute façon, il y a tellement de choses à dire, je vous ai dit, c'est juste une introduction. Et puis ensuite, il y a le Dockerfile tout seul que je peux lancer avec Docker. Alors, on va retourner sur la doc un instant et voilà, c'est bien ici. On nous dit, ben, si on veut le lancer, docker build-t myapache.docker run dit name my running app avec ensuite les ports et le nom de ce qu'on a dans notre container qu'on a créé. Déjà, première chose, docker build, get permission denied, bien sûr, il faut sudo, toujours sudo. Et voilà. Donc là, il va prendre les deux instructions. À partir du from, il va comprendre qu'il faut qu'il télécharge une image. Il va ensuite l'installer. Il va nous créer un container qui va appeler myapache2. Allez. C'est quand tu veux. Ça peut être long. Voilà, il pull l'image. Parfait. Super. Donc là, l'image est là. Si je devrais reprendre mon portainer, je vois pas le container. Hein. J'ai pas fait ça. Hein. Tout ce que j'ai fait pour le moment, attendez, on va élargir un peu, c'est créer l'image. On a juste une image avec, voilà, qui s'appelle myapache2, mais elle n'existe pas ici. Puis elle est créée à partir de HTTPD 2.4. Donc là, il y a deux images. Il y en a une qui est créée à partir de l'autre. Ensuite, quand je vais vouloir la créer, il faut que je prenne l'autre commande qui nous était donnée. C'est-à-dire celle-ci. Docker run. Oups. Oups. On se calme. Voilà, CTRL-C. On revient sur Codium. CTRL-SHIFT-V. Et voilà. Toujours avec sudo. Toujours avec sudo. Voilà. Response for the Moon Driver failed programming external connectivity on endpoint my running app. Pourquoi? Port is already allocated. Ah oui, mais non, c'est le 8080. Il était pas content. C'est pas très grave. Je vais te prendre le port 8000. Ça te va, ça? Non, t'es pas content? My running app is already in use by container. Ah, donc tu as créé le container, mais eh ben, on reprend le portainer parce que ça va être pratique. C'est pratique, portainer. C'est très bien. My Running App, il est créé, mais il fonctionne pas. Ben, je vais faire Remove. Histoire de lancer exactement la même commande. J'aurais pu juste le redémarrer, mais bon, bref. Je le mets sur le port 8000. Port is already allocated. T'es sérieux? J'ai fait ça, moi? Ça se peut. Eh ben, on rechange. On rechange. C'est pas grave. Allez, vas-y. Utilise sur ma machine le port 8888. Sauf que là, il voudra pas, encore une fois, parce qu'il va me dire, gna gna gna, ça existe déjà, l'image, le container. Voilà, vas-y, supprime, 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 et on recommence. Voilà, là ça marche. Alors ça, c'est l'exa qui permet d'identifier le container. Il a un nom un peu long. Hein. Donc si je fais un sudo docker ps, je retrouve, que je cache ça, voilà, je retrouve la liste de tous mes container, et puis celui que je viens de créer qui s'appelle B99BDAFA et je vais pas faire le reste, ben en fait j'ai juste le début ici. Et du moment que c'est suffisamment unique, je pourrais utiliser que les 4 ou 5 premiers caractères si j'ai besoin de manipuler ce container là. Je vais par exemple vouloir le supprimer, ben, je vais pouvoir faire docker stop et je vais taper, qu'est-ce que je disais, B99BDA. B99BDA, par exemple. Et là, il l'a arrêté. Si je fais un docker ps, il n'est plus dans les images, il n'est plus dans mes containers, pardon, il n'est plus listé. Par contre, si je fais un ps-a, je vais le revoir et on me dit qu'il est stopped depuis 9 secondes. Donc, je vais le redémarrer, docker start.
avec son identifiant. Voilà. Et si je refais un PS, ou -A ou pas, on va le voir. Il est là, il est up depuis 4 secondes. Super. Donc ça veut dire que j'ai un serveur maintenant qui fonctionne. Alors si je vais sur localhost 2.1234888. Ce site ne peut fournir de connexion. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore mis de l'HTTPS alors qu'on est en 80-80. Et là il me dit it works. C'est tout ce qu'il me dit. It works. C'est déjà bien. Alors, je vais reprendre ce que j'ai dans public HTML ici. Ben rien. Alors, qu'est-ce qui se passe si je commence à mettre un dossier? Ah ben non, c'est htdoc ça. Je suis pas sûr que ce soit... je sais pas, c'est un copy. Je suis pas sûr que ça corresponde à grand chose. Mais on va voir. Un nouveau fichier, on va l'appeler index.html. Et on va mettre un petit doctype ici. Et là, je mets Joyeux Noël. Ah, on en oublie que c'est Noël, hein, malgré la musique. Ok, là, je vois pas mon Joyeux Noël, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Faudrait que je réussisse à build mon container pour que les deux dossiers soient liés. Ben, on va faire ça. Alors, est-ce que j'ai ça dans la doc direct ou est-ce qu'il va falloir que j'aille le chercher ailleurs? Configuration. Non. Ouais, mais non, mais je veux pas faire ça. Ok, bah tant pis. Voilà, en tout cas, on voit que ça fonctionne. Donc, c'était une initiation à Docker. Vous avez vu le temps que ça a pris, beaucoup de choses à dire, et j'ai fait que gratter la surface du sujet. Donc déjà, on sait que c'est pas de la vraie virtualisation. Ensuite, on sait que c'est possible de soit créer ses propres images comme je viens de le faire. Ouais, le Dockerfile aussi simple que j'ai pu le faire ici, c'est créer une image. Et non, ça n'a aucun rapport. Et puis on sait que on peut donc créer une image pour avoir certaines versions de PHP, certaines versions de Ruby ou autre. Que souvent, ce qu'on va faire, c'est plutôt s'en servir pour créer des environnements qui vont nous aider à développer. Donc, si je devais revenir au premier exemple que j'ai fait ce matin, tout à l'heure, j'ai l'impression que ça fait super longtemps, mais non, c'était juste tout à l'heure. On va revenir sur Morgenboard. Le Docker Compose que j'ai là me permet donc de créer un container pour Postgres dans une certaine version et de définir le nom de la base de données dedans et puis un mot de passe. Et tout ça se base sur les variables d'environnement apparemment sur le point 11. Ce que je trouve un peu bizarre, mais non, le point 11 c'est pas logique. Bon, à voir parce que... Ah non, il y a le override, c'est pour ça. Il y a l'override qui est là, ça doit être lui qui fait une partie du boulot. Non, lui c'est le mailer. Ok. Override, j'en ai pas parlé, mais il est possible de charger plusieurs fichiers Docker Compose en même temps. Donc on en charge un premier qui sert de modèle et un autre qui pourrait contenir des données qui sont pas committées comme qu'on fait avec un point 11 par exemple. Ou des choses complémentaires. Donc le Docker Compose qu'on lance qui est une base et puis l'autre qui vient compléter. Bref, donc on a une configuration de base ici qui pourrait venir placer dans un volume qui nous reste à créer des données de notre PostgreSDB qu'on a ici. Donc là c'est pour avoir un PostgreSDB, mais on aurait pu avoir autre chose. Et ce fichier, il est créable. Ah, je suis pas dans le bon dossier. Donc je vais faire un truc simple. On va faire ouvrir dans le terminal intégré. Voilà. Ah, là je suis au bon endroit. Super. bin/console. Dans bin/console, il y a un maker docker. Pardon, make.docker.database. Add the database container to your Docker Compose YAML file. Donc si je fais make.docker.database, il me demande pourquoi je veux le créer. Parce que là, ma Postgres, ça me va pas. Hein. Donc je dis non, mais tu vas me le faire pour un MariaDB 1. Je mets l'option 1. Oui, en version latest. Vas-y. What name should we call the new database service? Bah, je sais pas, tu l'appelles MariaDB Morgenboard. Ah, ou l'inverse. On va l'appeler MB comme Morgenboard
MariaDB. J'aime bien mettre des préfixes parce que quand je me retrouve avec beaucoup de containers, ça me permet de faire le tri. Si j'avais une machine sur laquelle je mettais que mon projet actuel, bah pourquoi pas avoir toujours juste DB ou juste serveur ou juste app, mais pour moi ça correspond pas. Quand je fais une mise en prod et que je sais que j'aurai très peu de charge sur mes containers et que j'ai l'intention de mettre plusieurs types d'applications sur le même serveur, je leur mets des préfixes. Donc je l'appelle mb-mariadb. Donc dans mon Docker Compose, maintenant j'ai database qui était déjà là, mais qui me convient pas en fait, je vais l'enlever ce truc. Et puis j'ai MariaDB qui va se mettre sur la dernière version avec le mot de passe pour le root qui va être ça. Et là, ça veut dire qu'à partir de là, je vais pouvoir avoir un MariaDB dans la version qui me convient, apparemment la dernière, que je vais pouvoir lancer directement ici. Donc je fais un petit sudo docker-compose op-d. Voilà, il va chercher la toute dernière version de MariaDB. C'était pas ça qu'il avait téléchargé tout à l'heure apparemment. Ah bah non, parce que c'était une autre image en effet. Vas-y, là il y a un mailer, hein, puisqu'il a pris l'override. Et là il a créé la base de données. Non, il a créé, pardon, Ah bah il a mis lui-même les préfixes, c'est parfait. C'est moi qui ai mis un préfixe, mais pourquoi il y en a un? Alors là, par contre, il y a un petit mystère pour moi. Il a été capable de mettre un préfixe direct, probablement à cause du nom du dossier, puis parce qu'on est en version 3. Mais oui! Mais oui, Jeep, mais oui. Bon, bah tant mieux s'il met des préfixes lui-même. Et pour terminer, eh ben, je vais aller voir ça sur Portainer. Si je fais CTRL-R, j'ai mes 3 containers. Un qui s'appelle Database, qui est pour Postgres, que je sais pas pourquoi il est là d'ailleurs, parce que je l'ai supprimé. Ah oui, mais j'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré. Qu'est-ce qu'on fait? Je modifie mon Docker Compose, je refais un op-d, et là il va avoir une erreur. Il fait Service Database as neither an image. Et ben justement, tu vas faire Docker Compose stop. Ah ben d'accord, je vais le remettre, c'est bon. Quand on change un peu bout de config, ça marche. Si je supprime carrément le service dans le Docker Compose, il sait plus de quoi je parle. Et on recommence. Stop. Voilà. Ensuite de ça, je vais vouloir refaire un op-d, mais je vais enlever ça. Ça va le faire là? Ok. Moi, il aime pas, donc c'est pas grave. Je vais supprimer à la main. Comme ça, c'est vite réglé. Alors, on n'est pas vraiment à la main. Hein. Allez, remove. Good. Et on relance. Ah ben comment ça? Service data. Ah par contre il y a une référence à database à quelque part probablement. Is neither an image or build context, at least one must be provided. Ctrl F database. Qu'est-ce que tu me racontes? Probablement que c'est dans l'override. Database, il est là, c'est pour ça. Et ben ça va s'appeler MariaDB. Oui, parce que si j'ai plus besoin de mettre des préfixes, je vais enlever les préfixes. C'est pour ça qu'il avait du mal. Et là, on s'en sort. Ah! Donc là, il redémarre Mailer qui n'a pas changé. Il va recréer MariaDB. Ah, là, c'est bon. Là, ça me plaît. Du coup, si je redémarre ici, je recharge plutôt. J'ai MariaDB, j'en ai pas d'autres là. Ah si, voilà, j'ai MB MariaDB qui est stoppé, mais que je vais pouvoir supprimer. Il est là en trop. Parfait! Bon, on arrive à quelque chose. Donc ça y est, j'ai un MariaDB qui tourne, je vais pouvoir me connecter dessus, je vais pouvoir exécuter des migrations, je vais pouvoir faire tout ce que je veux, du moment que dans mon .env, point local que j'ai là, je vais mettre la bonne connexion sur ce MariaDB. Donc pour se connecter dessus, il va falloir l'adresse IP. L'adresse IP, elle est fournie automatiquement par Docker. Si je vais regarder, c'est la première ligne ici, hein, je vais cliquer dessus histoire qu'on voit un truc surligné. L'adresse IP 172.22.03, c'est l'adresse pour se connecter sur mon Docker. Donc, il me suffira de mettre cette adresse IP dans ma config.env et de me connecter dessus. Voilà. Maintenant, si je voulais configurer tout mon projet pour être capable de peut-être plutôt le lancer dans un environnement d'exécution avec une certaine version de PHP et avec un serveur Apache ou Nginx derrière ou quelque chose d'hyper précis, je peux rajouter encore un service dans mon Docker Compose. Le maker
ne sert qu'à gérer des services pour des bases de données. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en tant que développeur, on a toujours affaire à plusieurs bases de données. Si on me dit, ben, en production, c'est un MySQL dans telle version, ben, en dev, je vais bosser avec le même MySQL dans la même version. Ça sera beaucoup plus pertinent. Si on a un MariaDB en local et qu'on a un MySQL en prod, ça pourrait coincer à des endroits. Donc, autant avoir exactement les mêmes conditions d'exécution de notre code dans les deux cas. Voilà, là ça y est, j'ai plutôt fait le tour. Je sais, c'était rapide, je sais, c'était un peu fouillis. Pourtant, je l'ai quand même bien préparé. Mais voilà, il y a quand même quelques couacs. Docker, c'est de la balle pour plein de raisons, mais c'est aussi lourd et un peu pénible parce qu'il y a toujours quelque chose qui a changé entre la doc qu'on voit et ce qu'on veut. Éventuellement, ce qu'on cherche à faire, on réalise pas, mais c'est pas tout à fait réaliste par rapport à ce qui est vraiment demandé. Ah bah tiens, le volume DB data, j'en ai plus besoin, il est plus là. Par rapport à ce qui est possible, par rapport à ce qui est vraiment possible, c'est-à-dire que il y a quand même des bonnes pratiques avec Docker, il y a quand même des choses, et je réalise à chaque fois que je retrouve un nouveau Docker Compose ou un Dockerfile qui a été fait par un développeur, que soit j'ai affaire à un développeur qui a l'air d'en connaître mieux que moi, ça arrive souvent. Mais surtout, quand je vois ce qui est dans le fichier et que je commence à voir que ils n'ont pas l'air d'utiliser les bonnes pratiques, j'ai quand même l'impression qu'il y a de nombreux développeurs qui savent pas vraiment utiliser Docker. Ils s'autorisent un peu n'importe quoi parce qu'ils se disent non mais de toute façon on est en local, et ils font des Dockerfiles pas toujours très propres ou des Docker Compose pas toujours très propres avec les mots de passe qui sont déjà dedans, qui sont committés et tout. Bon, c'est pour le dev, c'est pas pour la prod, en tout cas la manière dont ils s'en servent. Si vous voulez creuser le sujet, il va falloir vous retrousser les manches, et il y a quand même beaucoup de choses à étudier et à comprendre. Il n'y a pas que Docker et Docker Compose en tant que tel, mais déjà le fait qu'il y ait plusieurs versions possibles pour Docker Compose. Tout à l'heure j'avais la version 2 pour PixelFed, là par défaut je me retrouve avec une version 3. Quelle est la réelle différence? Il y a plein de petites propriétés, de choses qu'on ne pourra pas déclarer en 3 ou en 2 qui correspondent à des fonctionnalités qui existent que dans l'une ou l'autre des deux versions. Et juste ça, c'est pénible. Ensuite, il y a des bases à savoir, comme si je veux utiliser un PHP, il va être derrière un Alpine, donc c'est un genre de Linux hyper léger. Bon, pourquoi pas, mais du coup ça correspond à quoi? Qu'est-ce que ça m'autorise? Sur quel genre de système je vais me retrouver derrière? Ça aussi c'est des questions un peu poussées. Et puis vient quand même la question de, mais peu importe ce que je suis en train d'exécuter, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir Docker pour ça? Si vous faites du Python, vous avez l'habitude d'utiliser un environnement Python dans lequel vous dites bon ben voilà, je vais me créer juste mon environnement là pour je vais arriver pour avoir certaines versions qui s'exécutent sur ce projet. Si vous utilisez PHP, vous allez utiliser le serveur PHP que vous avez là, et puis si vous avez un petit un petit update alternative, et bien avec ça vous allez pouvoir changer la version du PHP que vous utilisez au moment où vous en servez. Il y a peu de chances que vous serviez de 4 versions de PHP en même temps, mais au pire des cas, il est possible, il me semble, d'exécuter la version PHP 7.4 en précisant le numéro de version dans la commande. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin d'un Docker pour lancer un serveur dans une certaine version? Je suis pas sûr. Si vous utilisez du Ruby, pareil, pour l'exécuter c'est assez simple, et je suis pas sûr qu'on ait besoin de Docker Compose pour ça. Donc bon, finalement pour les bases de données c'est hyper pratique. Pour l'exécution d'un langage interprété comme Python, PHP, je vois pas trop l'intérêt. Pour du Node, ça va être un peu pareil. Un peu. Est-ce que Docker c'est vraiment la panacée? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment génial. Ça c'est sûr, c'est indéniable. Est-ce que j'en ai absolument besoin pour travailler? Ça je sais pas. Est-ce que c'est vraiment génial pour la mise en production? Mais carrément.
carrément. Il y a des choses que j'ai pu mettre en production sans nécessairement connaître tout plein de choses autour de l'environnement parce que j'avais un Docker Compose qui marchait. Et j'ai pu mettre mon Wallabag avec Docker, j'ai pu mettre mon Mastodon avec Docker, j'ai pu mettre plein de services chez moi, sur mes serveurs à moi, qui correspondent à... qui sont utilisés avec Docker. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'avais mis un Wecan aussi. Ouais, bon, je vais pas parler des autres trucs, mais j'avais mis quand même plusieurs petits services qui fonctionnaient chacun avec leur propre version de PHP ou de Node ou de trucs que je connaissais pas. Et puis, ben, grâce à Docker, ça s'exécute tout seul. Ou presque. Vous avez vu, il y a un peu de galère quand même. Après, il y a des connaissances à avoir au niveau réseau. Il faut être capable de connecter un peu tout ça, voir un peu au niveau local comment ça fonctionne. Et puis si vous regardez, j'ai trouvé un petit tuto ici là. Comment est-ce que je pourrais utiliser PixelFed derrière un Docker. Je l'avais. C'est un lien qu'il y a directement depuis le dépôt sur Docker Hub qu'on a depuis tout à l'heure. Et puis ça me disait si vous voulez l'utiliser en production, il faut toujours le mettre devant un front-end proxy. En gros, il vous faut un proxy. Et le proxy, ça veut dire qu'il va vous falloir un autre serveur qui va prendre toutes les requêtes et les envoyer derrière. Et en fait, cet autre serveur, on va pouvoir faire de l'HTTPS avec. Et ensuite, on va pouvoir transmettre les requêtes en HTTP brut, je vais y arriver, en local à notre container. Bon, je sais, ça a l'air un peu flou dit comme ça. Je vais essayer de vous le faire vite fait. TLD raw. Ah oui, mais non, tu prends pas tout ça. Ça, c'est mon dessin de tout à l'heure, mais... Allez. Voilà. Donc, je vais me remettre en... Ça pique les yeux, hein. Je trouve que ça pique les yeux. Donc, je disais, ça, c'est votre serveur. Et ça sera votre proxy. Le principe, c'est que le proxy, c'est lui qui se retrouve... C'est le proxy qui se retrouve à être visible depuis le web. C'est lui qui échange les informations. Et ensuite, on le configure pour lui dire, ben, quand je demande monmachin.com, tu vas aller sur ce container-là. Et il va le contacter directement. Le container va fournir une réponse qui va passer par le proxy, qui va ressortir vers le client. Elles sont pas jolies mes flèches. Hein. Mais on va faire avec. Ah bah oui, puis ça s'efface mal ici, j'avais oublié. Pas grave. Je refais. Hey. Mais m'efface pas mon proxy. Merci. C'est bon, on va y arriver. On va y arriver. Voilà, un truc comme ça. Donc, je vais pouvoir dans mon reverse proxy pouvoir lui dire, ben, il y a certains domaines qui correspondent à certains containers. Les containers sont identifiés par des adresses IP locales et tout ce qui est ici, là, même si je fais un encadré que j'aurais pu prendre l'outil pour les carrés, tant pis. Tout ce qui est à l'intérieur de ce grand rectangle, c'est en réseau local, c'est-à-dire que c'est complètement protégé. La seule ouverture vers le web, c'est mon proxy. Bon, c'est... là, on est sur du sysadmin, sysréseau. Hein, comment est-ce que je peux sécuriser mon application par rapport au réseau, tout ça, c'est pas hyper simple. Voilà, là cette fois-ci je m'arrête là pour de vrai. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie énormément pour les 25 jours sur lesquels vous m'avez suivi tout le temps. Je vous remercie pour vos commentaires, pour tout, c'était trop bien. J'espère que cette présentation de Docker vous a intéressé. Je sais que ça part un peu dans tous les sens, c'est difficile de se concentrer avec... un nez bien enrhumé comme ça. Je sais pas trop si ça s'entend, j'espère que non. Encore merci tout plein. Très bon joyeux Noël à tous, même si c'est en retard. Je vous souhaite, tant qu'à faire, on va le prendre d'avance, un très bon réveillon le 30 décembre. Et on se retrouve en janvier. À bientôt.